Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du Ballon d'Or. Parce que la liste est tombée il y a quelques jours maintenant, je n'ai pas pu faire de vidéo tout simplement parce que j'étais en vacances en Allemagne. Mais là aujourd'hui on va en parler, je vais faire exactement comme l'année dernière, on va énumérer tous les trophées. Je vais vous dire selon moi qui va remporter ces trophées en donnant à chaque fois mon avis. Et on va bien évidemment parler de la liste du Ballon d'Or. Et avant de donner mon top 5 comme je l'avais fait l'année dernière, je vais donner mon avis et dire pour moi les choses qui me dérangent par-dessus tout dans cette liste du Ballon d'Or. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre votre plus gros pouce bleu. Encore une fois, nous visons les 1000 abonnés. Et sans plus attendre, on est parti. Donc on va commencer avec la première distinction. Il s'agit du trophée Raymond Kopa. Le trophée Raymond Kopa qui récompense le meilleur jeune de la saison. Et déjà là, il y a un premier souci. Bon, déjà, je vais énumérer les nommés. Nous avons Boadi, nous avons Pau Kubarsi, Désiré Doué, Estevao, Dina Hissène, Maïs Lewis Kelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal et Kenan Yildiz. Je tiens à faire un petit aparté parce que je vois beaucoup de gens qui se posent des questions concernant le Golden Boy, machin, c'est quoi le rapport? Le Golden Boy et le trophée Raymond Kopa, ça récompense la même chose, le meilleur jeune, mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le Golden Boy, c'est une cérémonie, c'est une récompense qui est donnée par un média, je crois, italien, donc rien à voir avec le Ballon d'Or, qui lui par contre donne aussi le trophée de Raymond Kopa. Donc en fait le trophée Raymond Kopa c'est France Football qui l'organise, alors que le Golden Boy ce n'est pas du tout France Football qui l'organise. Même si ça récompense le meilleur jeune, ce n'est pas la même distinction. Voilà, c'est la chose qu'il faut savoir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le trophée Golden Boy, quand un joueur l'a remporté, il ne peut pas être éligible pour le remporter à nouveau la saison d'après. Et moi je pensais que c'était exactement la même chose pour le trophée Kopa, parce que à ma grande surprise, je vois Lamine Yamal, alors qu'il a déjà remporté ce trophée la saison dernière. Et pour moi, je trouve ça quand même bizarre, parce que dans ce cas-là, si le trophée Kopa, un joueur qui l'a gagné peut être éligible la saison d'après, Mbappé, il a 3 trophées Kopa. Hein. Parce que quand il le remporte en 2018, il peut être éligible en 2019, en 2020, en 2021. On ne sait même pas jusqu'à quel âge ça va, ce trophée. Et je trouve ça bizarre qu'il ait Lamine Yamal. Et je me demande même si ça peut pas avoir un impact avec le scrutin final du Ballon d'Or. Mais bon, évidemment, si Lamine Yamal n'était pas là, pour moi, c'était Désiré Doué, le grand vainqueur de ce trophée. Mais là, vu que Lamine Yamal est là, on parle de lui comme un prétendant au Ballon d'Or. S'il ne remporte même pas le trophée Kopa, là, je comprends pas du tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le trophée Kopa, ce sont d'anciens Ballons d'Or qui votent. Ce ne sont pas des journalistes. Voilà. Donc, voilà, je pense que Lamine Yamal va le remporter s'il est nommé. Bon, voilà pour le trophée Kopa. On passe au trophée Yashin qui récompense le meilleur gardien. Et là aussi, il y a quelque chose, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard, que je trouve assez illogique, mais on en reparlera au moment du Ballon d'Or. Bref, voici les nommés pour le trophée Yashin. On a Alisson, Yacine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martinez, Yann Oblak, David Raya, Mats Sels et Yann Sommer. Du très beau monde là-dedans, du très beau monde. Bon là, je pense pareil qu'il n'y a pas trop de débat possible. C'est pour moi Gianluigi Donnarumma qui va remporter ce trophée. Je pense que voilà, il n'y a pas trop d'hésitation. Même si pour moi, je le dis très sincèrement, parce que pour moi, la chose qui, dans ce genre de récompense qui est le plus important, c'est l'aspect de la régularité. Et franchement, on va juger Donnarumma très clairement sur ces 6 derniers mois et pas sur l'ensemble de la saison. Alors que pour moi, Yann Sommer, même s'il remporte rien au final avec l'Inter de Milan et qui se fait tabasser en finale, pour moi, sur les 10 gardiens, ça a été celui qui a été le plus régulier, peut-être même avec Thibaut Courtois. Moi, honnêtement, si on prend vraiment l'aspect de la régularité et pas uniquement sur les 6 bons mois avec les trophées qui sont pris en compte, moi j'aurais donné ce trophée à Yann Sommer. Maintenant, je le dis, Gianluigi Donnarumma, s'il prend ce trophée, c'est absolument pas un scandale. C'est juste moi, personnellement, mon avis. Je préfère donner une récompense à un gardien qui a été plus régulier sur toute la saison, même s'il n'a pas forcément remporté tous les trophées, qu'à un gardien qui s'est réveillé au bon moment. Parce que souvenez-vous des réactions qu'ont eu les supporters parisiens après la défaite à l'aller contre Liverpool. Tu vois, 6 mois après, il va très certainement remporter le trophée Yashin. Voilà, mais bon, encore une fois, c'était la petite aparté, évidemment. Donnarumma le remportera, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, moi, c'est mon petit coup de gueule concernant Yann Sommer et la régularité en général des joueurs qui ne sont pas forcément pris en compte dans ce genre de cérémonie. Bref, on passe au trophée suivant, le trophée Johan Cruyff qui récompense le meilleur entraîneur de l'année. Je crois que c'est la 2e fois qu'on récompense le meilleur entraîneur. Je crois que l'année dernière, c'est Carlo Ancelotti qui l'a remporté. On a les 5 nommés, donc il s'agit d'Antonio Conte, de Luis Enrique, d'Hansi Flick, d'Enzo Maresca et de Arne Slot. On a du très beau monde, des entraîneurs qui ont fait de très bonnes saisons. Arne Slot, sa première avec Liverpool, il remporte la Première Ligue avec une grosse avance quand même, faut pas l'oublier. Maresca, il remporte la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Hansi Flick, c'est mon entraîneur préféré. J'aimerais bien qu'il remporte ce trophée. Tout simplement, moi, je préférerais récompenser la première saison du FC Barcelone qu'il arrive à faire
par rapport à Luis Enrique qui là aussi je pense va le remporter, il n'y a aucun débat là-dessus, il n'y a aucun souci, mais moi personnellement mon cœur aurait donné le trophée à Hansi Flick tout simplement parce que pour une première saison au FC Barcelone, faire de cette équipe qui était dans un état très compliqué l'une des meilleures du monde, peut-être même la meilleure du monde, je trouve ça extraordinaire. Mais bon, Luis Enrique a été phénoménal, il remporte le triplé, il n'y a rien à dire là-dessus. Et Antonio Conte, quand même, faut pas l'oublier, très grosse saison avec le Napoli. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner cette saison en Ligue des Champions. Concernant le trophée du meilleur club de l'année, nous en avons 5 qui sont nommés. On a le FC Barcelone, Botafogo, ok, Chelsea, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Botafogo, je comprends pas trop pourquoi ils sont là. Alors je me suis renseigné, ils ont remporté la Copa Libertadores et ils ont remporté le dernier championnat brésilien, mais ça date de 2024. Donc je sais pas si c'est pris en compte vu que ces trophées récompensent la saison. Et vu que le championnat brésilien, je crois, c'est sur une année civile et tout, c'est pour ça, moi, je sais pas trop quoi en penser. Sachant qu'à la Coupe du Monde des clubs, c'était même pas le meilleur club brésilien, c'était Fluminense. Donc, je comprends pas trop la présence de Botafogo. Bref, c'est de la petite aparté. De toute façon, ils remporteront jamais ce trophée. Hein. Vu que c'est le Paris Saint-Germain, là aussi, il n'y a pas de débat. Bon, Liverpool, grosse saison. Chelsea, grosse saison aussi. Enfin, ils remportent la Coupe du Monde des clubs. Ils sont champions du monde, hein, donc c'est un peu normal qu'ils soient là. Et le FC Barcelone, triplé national. Voilà. Bon, le PSG remportera ce trophée à partir du moment où une équipe fait le triplé. Peu importe comment elle s'appelle. Pour moi, il n'y a absolument aucun débat à avoir là-dessus. Et maintenant, nous allons passer aux choses qui fâchent, aux choses qui font débat. Bon, je vais vous donner la liste du Ballon d'Or et ensuite on va en parler. Je vais vous dire les choses qui moi personnellement me dérangent avant de donner mon top 5. Donc la liste des 30 nommés du Ballon d'Or, vous l'avez à l'écran. Nous avons Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Donnarumma, Désiré Doué, Dumfries, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Hakimi, Harry Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, McAllister, Martinez, Mbappé, McTominay, Mendes, João Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Florian Wirtz et Lamine Yamal. Il y a 3 choses qui font que pour moi le Ballon d'Or, j'en ai déjà parlé dans un short, est en train de perdre en crédibilité au fil du temps. Moi, la première chose qui me dérange, j'allais en parler quand on a évoqué les précédents trophées là pour les pronostics, c'est une question de cohérence. Le trophée Yashin, France Football s'est cassé la tête vraiment à élire 10 gardiens pour remporter le titre de meilleur gardien. Sur les 10, t'en as un seul qui est nommé pour le Ballon d'Or. Donc en termes de logique, je comprends pas trop. C'est soit tu nommes plusieurs des gardiens du trophée Yashin au Ballon d'Or. Yann Sommer, David Raya, pour moi, doit figurer dans cette liste, mais ils ne sont pas là. Ou alors tu mets pas de gardien pour le Ballon d'Or. Je sais pas, moi je trouve ça totalement bizarre. Sur 30 nommés, il y a un seul gardien. Ok, d'accord, bon, ça n'a aucun sens. Deuxième chose qui pour moi n'a absolument pas de sens, c'est par exemple qu'en 2024 on nomme un joueur qui a vocation défensive, qui a remporté un championnat, qui est primordial pour son équipe, fait une très très bonne saison, hein, mais c'est peut-être pas une saison Ballon d'Or non plus. Mais l'année d'après, t'as un mec qui fait la même saison, c'est juste que la différence c'est qu'il n'y a pas de trophée avec la sélection. Alors pourtant sur les trêves internationales en sélection, Joshua Kimmich avec l'Allemagne cette année, il était excellent. Mais il n'est même pas nommé dans le Ballon d'Or. Alors que l'année dernière, un joueur qui fait plus ou moins la même saison que lui, il est Ballon d'Or. Ça aussi, question de cohérence, je comprends pas trop, mais je pense qu'on peut répondre à la question pourquoi il n'est pas nommé, tout simplement parce qu'on préfère mettre en avant un mec qui a fait une bonne, même très bonne saison avec Manchester City en Première Ligue, plutôt qu'un mec qui a fait une bonne, voire très bonne saison, mais qui n'a pas tout gagné, parce que le Bayern Munich, pour vraiment avoir des joueurs qui sont bien mis en avant, top 5 et tout Ballon d'Or, faut que tu ailles au moins jusqu'en finale de Ligue des Champions, ou alors tu remportes tout. Parce que là, honnêtement, ne pas mettre Joshua Kimmich, c'est quand même une folie. Et là, on en vient au deuxième truc qui, moi, personnellement, me pose problème. C'est qu'aujourd'hui, le Ballon d'Or, c'est qu'une question de nom. C'est celui qui a le plus beau nom qui marque les esprits, alors que c'est pas le concept même du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est censé récompenser les meilleurs joueurs sur la saison, selon 3 critères. Et je suis désolé, mais Bellingham, Vinicius, Erling Haaland n'ont rien à faire là. Ces 3 joueurs qui sont censés être au top de leur carrière, ils ont fait l'une peut-être de leur pire saison, les 3. Haaland, il a été blessé une grosse partie de la saison. Vinicius a été dégueulasse. À part le match contre le Borussia Dortmund, il a été présent à aucun moment. Et Jude Bellingham, c'est pareil. Peut-être il a eu une période où il était un peu plus en forme, mais sinon, sur l'ensemble de la saison, il ne doit absolument pas figurer. Et quand tu vois des mecs comme Bradley Barcola qui ne sont pas nommés, alors qu'il y a quand même 9 joueurs parisiens, hein. Il y a 9 joueurs parisiens, ils ont battu le record et tout, mais il y a des joueurs parisiens peut-être que j'aurais pas nommé, par exemple Fabian Ruiz, j'aurais peut-être mis un Pacho, mais on va en parler juste après, ou un Bradley Barcola qui, si on se penche juste sur les statistiques, a fait une meilleure saison
que la saison dernière de Vinicius où il doit prendre le ballon d'or tous les jours. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Et le troisième point qui me dérange, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais sur les 30 nommés, il y a un seul défenseur central. C'est Virgil van Dijk. Un seul défenseur central sur 30 nommés. En fait, c'est le soulier d'or. C'est pas le ballon d'or, c'est le soulier d'or. En gros, le ballon d'or, pour être nommé, il faut que tu marques le plus de buts possible, ou alors que tu marques pas énormément, mais que tu marques dans les moments les plus importants. Je prends l'exemple de Cole Palmer. Je suis désolé, Cole Palmer n'a rien à faire dans cette liste. Si on oublie la finale de la Coupe du Monde des clubs, il n'est jamais dans le top 30. Il a eu une grosse période de creux, je crois, de janvier jusqu'à la Coupe du Monde des clubs où il a fait une masterclass en finale. Sinon, Cole Palmer n'a rien à faire là. Fabian Ruiz, excellente saison. Je trouve pas ça non plus scandaleux qu'il y soit, mais avant la demi-finale contre Arsenal, personne n'en parle dans la liste des 30 du Ballon d'Or, qu'on soit clair. Hein. Et ne pas voir des joueurs comme Pacho, qui est littéralement le meilleur défenseur de la saison. Ne pas voir Bastoni, Marquinhos, qui sont les deux défenseurs centraux qui sont quand même nommés dans le 11 des meilleurs joueurs de la saison en Ligue des Champions. Aucun sens. Et la question des latéraux, parce qu'il y en a certains, il y a Hakimi, il y a Nuno Mendes, il y a Denzel Dumfries, bref, il y a quand même certains latéraux. Mais je pense très sincèrement que si ces latéraux sont nommés dans la liste des 30 du Ballon d'Or, c'est pas pour une question défensive, c'est tout simplement parce que c'est des mecs qui ont marqué beaucoup de buts. Hakimi, il est à 30 goals assists, Denzel Dumfries, il plante un doublé contre le Barça, il fait des passes décisives au retour en demi-finale, Nuno Mendes, il plante contre Aston Villa, il fait des passes décisives, il est très très bon. Mais un mec comme Jules Koundé n'est pas là. Mais pourquoi il n'est pas là? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas marqué autant de buts qu'un Achraf Hakimi ou qu'un Denzel Dumfries. Alors que sans ce mec, le Barça ne prend même pas la Coupe du Roi vu qu'il marque le but décisif en finale contre le Real Madrid. Enfin bref, c'est absolument scandaleux. En fait, pour moi, c'est le Ballon d'Or, c'est celui qui doit marquer le plus et dans les moments les plus importants. Franchement, je trouve ça lunaire. Ça tend à m'énerver un peu. Le fait que Gyökeres soit là, je pense que ça en dit long, hein, parce que mettre en avant, c'est bien de mettre en avant un mec qui est hors du top 5 européen, mais c'est juste parce qu'il a marqué 50 buts en soi. Et je suis sûr qu'au Sporting, il y a d'autres joueurs qui auraient pu faire partie de cette liste et tout, mais c'est juste parce que vu que Gyökeres a planté des triplés tous les week-ends, et que il était à ça de remporter le soulier d'or, il est là. Alors qu'en vrai de vrai, sa présence est discutable en vrai, elle est discutable. Mais bref, voilà, c'était ma petite aparté sur le Ballon d'Or qui pour moi est en train de perdre en crédibilité au fur et à mesure du temps. Maintenant, je vais vous donner mon top 5 du Ballon d'Or selon mes critères. Parce que les critères de France Football, ils changent d'une année à l'autre, j'ai l'impression. En tout cas, ils font en fonction d'eux quand ça les arrange. Je rappelle que les critères du Ballon d'Or, c'est caractère décisif individuel et décisif dans les grands matchs, je crois. L'aspect du palmarès et la question du fair play. Bon, ça c'est du pipeau, bien évidemment. C'est de la merde. Pour moi, je vais juste me baser... Bon, il y a des critères évidemment qu'il faut prendre en compte. Je pense le caractère décisif. Mais pour moi, dans les très gros matchs. Mais c'est pas le critère prioritaire pour moi. Le critère prioritaire, c'est la régularité. Je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est la régularité le plus important. Et après, t'as le palmarès, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour moi mes trois critères dans l'ordre. Régularité, les gros matchs où il faut être présent et le palmarès. Donc mon top 5, voilà. En 5e position, j'ai beaucoup hésité entre Mohamed Salah et Vitinha. Je vais mettre en avant la saison de Vitinha, parce que si on prend en compte la régularité, à partir du 8e de finale contre le Paris Saint-Germain, Mohamed Salah c'était beaucoup plus compliqué, même s'il termine la saison meilleur buteur de Première Ligue, meilleur passeur de Première Ligue, saison record, il a remporté le championnat et tout. Malheureusement il va pas au bout en Ligue des Champions. Le caractère décisif dans les très gros matchs, c'était pas le meilleur non plus, hein. Il a marqué beaucoup de buts, mais dans les gros matchs, mais encore une fois contre le Paris Saint-Germain, aller-retour, il a été inexistant. Et je vais mettre en avant Vitinha, tout simplement parce que pour moi, Vitinha, ça a été un exemple de régularité tout au long de la saison. C'est pas celui qui a marqué le plus de buts, évidemment, c'est un milieu de terrain. Mais pour moi, l'impact qu'a eu Vitinha dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est absolument exceptionnel. En plus de ça, avec le Portugal, il a remporté des trophées où il était parmi cette équipe qui a remporté la Ligue des Nations contre l'Espagne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, moi, je vais préférer mettre en avant le collectif et ce qu'a apporté Vitinha dans ce collectif plutôt que la saison où individuellement, Mohamed Salah a été exceptionnel. Et qu'il soit top 5 Ballon d'Or, en vrai, ça me choque pas plus que ça. Mais par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, je préfère mettre un Vitinha plutôt qu'un Mohamed Salah. 4e position, là, ça va vous choquer. Je vais mettre Lamine Yamal. Aujourd'hui, Lamine Yamal, s'il est autant dans la course pour remporter le Ballon d'Or, c'est parce que il marque les esprits. C'est parce que ce qu'il réussit à faire à son âge, c'est exceptionnel.
Maintenant, il y a d'autres joueurs qui ont été dans ce style-là, c'est Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que des saisons où ils remportent pas forcément énormément de trophées, vu que c'est absolument exceptionnel ce qu'ils font sur le terrain, c'est ce qui va donner envie aux journalistes de remporter le Ballon d'Or. Et de voter pour ce genre de joueur. Sauf que quand tu prends en compte la saison, on enlève le plan marquant, les stats individuelles et tout. Bon, Lamine Yamal, il a été exceptionnel. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais encore une fois, si on prend en compte mes 3 critères, je suis désolé, mais Lamine Yamal, il a eu une petite période de creux, c'est vrai. Dans les grands matchs, il a été présent, c'est pour ça que je le mets top 4 quand même, c'est pas dégueulasse, hein, surtout qu'il a 17 ans et il en gagnera des ballons d'or, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, pour moi, il y a les 3 joueurs qui sont devant lui, sont pour moi au-dessus en termes de régularité par rapport à Lamine Yamal et ce qu'ils ont apporté avec leur équipe, avec les trophées, etc. Pour moi, c'est plus marquant que ce qu'a fait Lamine Yamal. Voilà, je le dis tout simplement. Et d'ailleurs, peut-être que si Lamine Yamal remporte pas le Ballon d'Or, c'est peut-être pour ça qu'il a été nommé Trophée Copa. Par contre, si jamais Lamine Yamal ne remporte pas le Trophée Copa, moi je sais pas. Et ce qui me fait poser des questions aussi, moi je suis pas d'avis à ce que Lamine Yamal prenne le Ballon d'Or, c'est que si t'inverses la saison de Dembélé et Yamal, on parle même pas de Dembélé dans la course du Ballon d'Or et même pas dans un top 5 je pense. Donc voilà, bon ça c'est ce qui me fait dire que Lamine Yamal peut prendre le Ballon d'Or alors que pour moi il ne doit pas l'avoir, je pense. Mais bref, en tout cas pour moi il est 4ème. 3ème position, Rafinha. C'est le meilleur joueur du FC Barcelone, je suis désolé, mais le manque de respect envers Rafinha, simplement parce que le Barça s'est fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions et que Lamine Yamal a pris toute la lumière au vu de sa double confrontation, je trouve ça totalement injuste pour Rafinha qui a été le joueur le plus régulier du Barça du début jusqu'à la fin, vraiment. Il a été élu meilleur joueur de la Liga, il a planté je ne sais pas combien de buts, c'est le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Guirassy, faut pas l'oublier, c'est exceptionnel. Le caractère décisif dans les grands matchs, il met un triplé contre le Bayern, il met le but décisif contre Benfica dans le match de fou, il marque contre Benfica encore en 8ème de finale. Qu'est-ce que tu veux dire de plus si n'y a pas la remontée incroyable et surhumaine de l'Inter, c'est lui qui qualifie le Barça pour la finale de la Ligue des Champions. Il marque à tous les classicos. Non, je suis désolé, Rafinha, sa saison est exceptionnelle et c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. Et pour moi, c'est une saison qui peut même prétendre pour être Ballon d'Or en tant que numéro 1. Mais c'est juste qu'il manque les trophées. Le plus gros trophée, c'est la Ligue des Champions qu'il n'a pas remporté. Et c'est pour ça que les 2 joueurs qui sont devant lui, ils ont remporté la Ligue des Champions et ils ont été tout aussi marquants que lui. C'est pour ça que je les mets devant. Mais Rafinha, c'est littéralement le meilleur joueur du Barça. Il est exceptionnel et ça a été pendant très longtemps le favori numéro 1, même devant Lamine Yamal. C'est juste la double confrontation de Yamal contre l'Inter qui l'a propulsé vers les sommets dans les pronostics et dans les classements. 2ème position, alors franchement, que ce soit Hakimi, Dembélé, parce qu'évidemment c'est les 2 premiers qui sont plus mis en avant, honnêtement que ce soit l'un ou l'autre, ne choque pas. Moi, maintenant, si on prend en compte les 3 critères que je vous ai dit, la régularité, le caractère décisif dans les très 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 gros matchs et dans le collectif, je vais mettre Dembélé 2ème et Hakimi 1er. Parce que quand le Paris Saint-Germain était dans une situation compliquée où ils étaient à ça de sortir en phase de ligue, le mec qui répondait présent et qui était bon à chaque fois, c'était Achraf Hakimi. Dembélé, sa première partie de saison, était compliquée jusqu'à ce que Luis Enrique réinvente ce faux numéro 9 où là Dembélé s'est mis à planter tous les week-ends et tous les matchs de Ligue des Champions. Le caractère décisif il a, il n'y a pas de souci. Dembélé, Arsenal il marque, 2 passes D en finale, même Coupe du Monde des clubs il a été excellent, mais Achraf Hakimi les gars, je me souviens d'un match PSG-PSV où Paris était dans la merde, il te met une frappe pour l'égalisation, Hakimi marque en finale, en demi, en quart. Il n'y a que Cristiano Ronaldo Prime qui a réussi à faire ça. Je ne sais pas si on se rend compte. Ronaldo Prime, c'est le seul joueur qui a réussi à marquer en quart, en demi et en finale. Et Achraf Hakimi. Et c'est pour ça que moi, je vais mettre Achraf Hakimi en tant que numéro 1 du Ballon d'Or, parce que ça a été pour moi le joueur le plus régulier de toute la saison, de la meilleure équipe du monde, qui a remporté tous les trophées possibles, et qui a été décisif dans les plus grands matchs, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais mettre Achraf Hakimi Ballon d'Or, même si encore une fois Dembélé Ballon d'Or. En plus c'est le joueur qui est propagandé, j'ai aucun souci avec ça. Lui aussi a été très décisif, mais c'est cette première partie de saison qui en vrai était difficile, on va dire de septembre jusqu'à novembre, on va dire novembre-décembre. C'était un peu délicat pour Ousmane Dembélé. C'est pour ça que moi je mets Achraf Hakimi au-dessus, parce que sur cette période il était présent aussi. Et il était tout aussi décisif que Dembélé. Donc voilà les amis, concernant le Ballon d'Or, je mettrai du coup Achraf Hakimi en tant que vainqueur. Mais encore une fois, Dembélé, ça ne me choque pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que ça va faire débat, peut-être que cette vidéo risque de faire un peu plus de vues que d'habitude, vu que le Ballon d'Or c'est un sujet qui fâche. Mais voilà ce que j'en pense tout simplement de cette cérémonie du Ballon d'Or, de la liste, de tous les nommés.
On se donnera du coup rendez-vous le 22 septembre prochain pour parler de cette liste du Ballon d'Or. Je l'ai pas fait la réaction à chaud l'année dernière parce que je n'étais pas chez moi. On va essayer de la faire cette année. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Le prochain débrief Bayern Leipzig, ça arrive ce week-end. On se dit à bientôt les amis pour un prochain live, une prochaine vidéo. Allez, salut!